Il y a quelque chose qui rend le MotoGP unique. Ce ne sont pas les motos de plus de 300 chevaux. Ce ne sont pas les vitesses supérieures à 360 km/h. Ce ne sont même pas les dépassements impossibles. Ce qui rend vraiment ce sport spécial, c'est que le chaos peut apparaître à tout moment. Parfois, il arrive dès le premier virage. Parfois, il tombe du ciel sous forme de pluie. Et d'autres fois, il détruit une lutte pour le championnat en quelques secondes. Car en MotoGP, une course peut passer d'être complètement normale à devenir un véritable cauchemar avant que les pilotes n'atteignent le deuxième secteur. Et aujourd'hui, nous allons voir exactement cela. Les moments les plus chaotiques que le championnat du monde ait connus. Accidents massifs, drapeaux rouges, courses décidées par des millièmes, et des championnats qui ont changé à jamais à cause d'une seule erreur. Et croyez-moi, ce qui s'est passé dans le dernier cas reste l'un des moments les plus fous que ce sport ait vu. Quel est le moment le plus chaotique que vous vous souveniez en MotoGP? Laissez-le en commentaire. Silverstone a une personnalité très particulière dans le calendrier MotoGP. C'est un circuit qui intimide pour des raisons différentes de celles d'autres tracés classiques. Il n'intimide pas par ses virages aveugles, ni par ses murs proches. Il intimide par sa vitesse, par la façon dont ses virages rapides enchaînés exigent une confiance absolue dans le train, avant à des vitesses où le moindre doute se paie immédiatement. Et par la manière dont sa configuration favorise les groupes, les longues batailles, les situations où plusieurs pilotes poussent leur moto à la limite en même temps sur le même morceau d'asphalte. Tout cela fait de Silverstone un circuit qui produit des courses extraordinaires et aussi un circuit qui produit des désastres avec une fréquence que les ingénieurs de données ont appris à anticiper même s'ils ne peuvent les éviter. En 2019, le Grand Prix de Grande-Bretagne arrivait avec une narration très claire. Fabio Quartararo, qui cette année-là démontrait au monde qu'il n'était pas simplement un jeune nom intéressant mais un pilote capable de se battre avec les meilleurs, avait réalisé des temps qui le plaçaient parmi les candidats naturels à la victoire. Andrea Dovizioso, champion virtuel par phase de ce championnat, pilotait une Ducati qui, à Silverstone, possède des caractéristiques qui la favorisent particulièrement. Les longues lignes droites et les virages à haute vitesse sont l'environnement naturel d'une moto conçue autour de la puissance et de la stabilité aérodynamique. Pendant les premiers instants de la course, alors que le peloton était encore en train de trouver son ordre, Quartararo a perdu l'avant. Non pas lors d'un freinage agressif, non pas lors d'un dépassement à la limite, mais dans l'un de ces moments où la physique décide que le pilote a demandé légèrement plus que ce que le pneu pouvait donner à cet instant précis. La Yamaha est tombée. Dovizioso arrivait immédiatement derrière. À ces vitesses et à ce stade de la course, avec le peloton encore compact et les trajectoires pas complètement ouvertes, l'espace pour éviter une moto tombée au sol est pratiquement inexistant. Dovizioso a percuté la Yamaha de Quartararo et a été éliminé instantanément. Deux des pilotes les plus susceptibles de gagner cette course, hors jeu dans les premières secondes de compétition, avant même qu'un tour complet n'ait été bouclé. Ce qui se passe dans le paddock quand quelque chose comme ça arrive a sa propre dynamique. Les équipes des pilotes tombés changent complètement de mode. Les mécaniciens qui étaient prêts à gérer une stratégie de course passent à la vérification de l'état des motos, à l'évaluation de la possibilité de se réengager avec une pénalité ou si la journée est terminée. Les ingénieurs commencent à regarder les données pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Et le reste du paddock, les équipes qui ont encore leurs pilotes en piste, recalibrent leurs attentes car la carte de la course vient de changer radicalement. Ce qui est resté en piste après l'élimination de Quartararo et Dovizioso était, entre autres, Marc Marquez et Alex Rins. Et ce qui s'est passé entre eux pendant les tours suivants était précisément le type de bataille qui fait de Silverstone un circuit légendaire. Rins et Marquez ont des styles qui, à certains égards, sont complémentaires et à d'autres, complètement opposés.
Marquez est constamment agressif, cherchant la limite à chaque virage, générant des situations où le rival doit réagir à lui. Rins a une douceur tactique qui trompe. Il ne semble pas pousser et soudain il est là, au bon endroit, au bon moment. Pendant toute la seconde moitié de la course, les deux ont construit l'une de ces parties d'échecs que le motocyclisme d'élite produit lorsque les pilotes sont suffisamment bons pour ne pas commettre d'erreurs, mais suffisamment ambitieux pour continuer à chercher l'ouverture. Personne ne voulait montrer ses cartes. Personne ne voulait attaquer trop tôt et user le pneu dans un dépassement que l'autre pourrait annuler dans le virage suivant. Le dernier tour a tout changé. Dans le dernier virage de Silverstone, Rins a trouvé l'espace. Il s'est lancé à l'intérieur avec une décision qui, sur le moment, semblait risquée et qui, rétrospectivement, était parfaitement calculée. Il avait la trajectoire. Il avait le timing. Et il a franchi la ligne d'arrivée avec une avance de 13 millièmes de seconde sur Marquez. 13 millièmes. La différence entre gagner et perdre à Silverstone 2019 était une fraction de temps que l'œil humain ne peut percevoir. Une différence qui s'est construite pendant plus de 40 minutes de course, qui était en jeu à chaque virage, à chaque freinage, à chaque sortie de stand et à chaque décision tactique que les deux pilotes ont prise dès le premier tour. C'est ça, Silverstone. Un circuit qui, en une seule après-midi, peut vous offrir le désastre le plus précoce et la victoire la plus serrée. L'Autodromo International do Algarve a une réputation très spécifique au sein du paddock motocycliste. Ce n'est pas une réputation de circuit dangereux au sens conventionnel du terme, c'est une réputation de circuit imprévisible. Et cette différence est importante. Les circuits dangereux génèrent du respect pour des raisons que les pilotes peuvent identifier et gérer. Une chicane aveugle, un mur proche, une zone de freinage compliquée. Le danger a une direction. À Portimao, le défi est différent. Le tracé est construit sur une topographie ondulée qui crée des changements de dénivelé continu, beaucoup d'entre eux au point exact où le pilote a besoin de toute sa concentration pour gérer le freinage ou l'accélération. Les crêtes cachent la sortie des virages. Les vallées modifient la charge que reçoit le pneu en fractions de seconde. Et la combinaison de ces facteurs rend la lecture de la piste constamment difficile, même pour les pilotes qui y concourent depuis des saisons. Ajoutez de l'eau à cette équation et le résultat peut être catastrophique. En Moto 2, lors du Grand Prix du Portugal de 2022, la pluie est arrivée de la manière la plus inopportunément possible lorsque les pilotes étaient déjà en piste avec des pneus slick et que la température de l'asphalte avait suffisamment baissé pour que le mélange soit létal. Les pneus slick, conçus pour maximiser le contact avec l'asphalte en conditions sèches, se transforment en quelque chose de complètement différent lorsque l'eau élimine la couche d'adhérence superficielle. Ils ne réduisent pas les performances progressivement. Ils les éliminent de manière pratiquement instantanée dans certaines conditions. Ce qui s'est passé dans le virage où les chutes ont commencé illustre parfaitement la mécanique du problème. Le premier pilote a perdu l'adhérence. Il est tombé. Sa moto est restée sur la trajectoire de ceux qui venaient derrière. Mais le problème n'était pas seulement la moto tombée, c'était que les conditions qui avaient fait tomber le premier étaient exactement les mêmes que celles rencontrées par les suivants. L'eau était là, la température était la même, les pneus étaient slick dans tous les cas, et la réaction en chaîne était presque mathématiquement inévitable. 11 pilotes ont terminé au sol dans le même secteur de piste en quelques secondes. Ce chiffre 11 mérite un moment de réflexion, car en Moto 2, il y a 30 pilotes sur la grille, voire plus d'un tiers de la grille au sol dans le même incident n'a pas de précédent facile dans l'histoire récente du championnat. Et ce qui rend l'image encore plus remarquable, c'est que ce n'était pas un carambolage à la manière de ceux qui se produisent dans les premiers virages. Ce fut la même erreur répliquée 11 fois par 11 pilotes différents parce que les conditions rendaient cette erreur pratiquement inévitable pour quiconque passait par là avec les mauvais pneus.
Le drapeau rouge a été immédiat, car les commissaires ne pouvaient pas attendre que l'asphalte soit dégagé, alors qu'il y avait d'autres pilotes qui s'approchaient du même point avec la même configuration de pneus. La course a été interrompue, les conditions ont été évaluées et la reprise s'est faite avec le protocole de pluie correctement appliqué. Mais l'image de ces 11 motos au sol est restée comme l'un des documents les plus clairs de pourquoi les conditions mixtes sont le scénario qui génère le plus de respect dans le paddock. Non pas parce que les pilotes ne savent pas piloter sous la pluie. Ils savent. Le problème est la transition. Le moment où la piste cesse d'être sèche, mais n'est pas encore suffisamment mouillée pour que le système de données et les capteurs de température donnent un signal clair. Cet instant d'ambiguïté est celui où le motocyclisme de compétition devient le plus brutal. Et Portimao 2022 l'a démontré avec 11 chutes simultanées qu'aucun simulateur de course n'aurait généré de cette façon. Le Pertamina Mandalika International Street Circuit est l'un des ajouts les plus récents au calendrier MotoGP. Et dès ses premières éditions, il a établi une identité très particulière. Une identité qui a beaucoup à voir avec sa configuration physique et avec ce que cette configuration produit lorsque 22 pilotes s'élancent en même temps. La ligne droite de départ de Mandalika est longue, vraiment longue, et elle débouche sur un premier virage qui exige un freinage parmi les plus intenses du calendrier. Cette combinaison, longue ligne droite plus premier virage très lent, est la formule mathématique du chaos en MotoGP. Parce que tous les pilotes qui ont bien démarré depuis la grille arrivent à ce premier virage en un bloc compact, tous avec des vitesses similaires, tous avec la même intention de gagner des positions au freinage et tous avec des marges d'espace qui, sur le papier, existent, mais qui, en pratique, avec 22 motos convergeant au même point, sont beaucoup plus étroites que ce que toute simulation peut fidèlement représenter. Lors du Grand Prix d'Indonésie de 2024, ce scénario s'est matérialisé avec une rapidité qui s'est avérée brutale même pour les standards des premiers virages compliqués. Le contact a été immédiat. Une moto a perdu sa ligne ou en a touché une autre, l'énergie de l'impact s'est transférée et la réaction en chaîne a été si rapide que plusieurs pilotes ont été impliqués avant qu'aucun ne puisse réagir de manière indépendante. Alex Marquez et Alex Espargaro ont été deux des pilotes qui ont terminé hors course dans cet incident. Le nom d'Alex Marquez dans ce contexte a un poids particulier car récemment, il avait démontré avec la Ducati de l'équipe Gresini un niveau de performance qui justifiait de sérieuses attentes à chaque course. Le voir éliminé avant de boucler le premier tour n'est pas simplement une statistique sportive. C'est la destruction de 40 et quelques minutes de préparation technique, de stratégie de pneus, d'analyse des données de qualification, de travail d'équipe tout au long du week-end. Alex Espargaro, de son côté, était à ce moment de sa carrière où l'expérience et les connaissances accumulées le rendaient particulièrement précieux pour Aprilia. Le perdre dès la première seconde de la course signifiait aussi perdre la possibilité d'obtenir des données de course réelles sur le comportement de la RSGP en conditions de compétition. Ce qui rend l'incident de Mandalika 2024 particulièrement représentatif d'un problème plus large, c'est que ce ne fut pas un accident dû à une agressivité excessive au sens habituel. Les pilotes impliqués ne faisaient pas de manœuvres à risque calculé. Ils faisaient ce que l'on fait dans le premier virage de tout Grand Prix, chercher des positions dans l'espace disponible. Le problème est qu'à Mandalika, avec cette configuration spécifique de longue ligne droite et de premier virage lent, l'espace disponible est une illusion qui disparaît exactement lorsque plus de pilotes tentent de l'occuper simultanément. Le débat sur la nécessité de modifier la configuration du circuit pour réduire ce risque spécifique est une conversation qui revient fréquemment après des incidents comme celui-ci. Les concepteurs de circuits et l'organisation du championnat disposent d'outils pour intervenir dans cette dynamique, modifier le profil du premier virage, ajouter des chicanes qui réduisent la vitesse d'arrivée, changer le point de freinage.
mais chaque modification a des conséquences sur le spectacle, sur les temps autour et sur les caractéristiques du circuit qui le rendent attractif pour les pilotes et les fans. Il n'y a pas de solution gratuite. Ce que Mandalika 2024 laisse comme héritage immédiat, c'est l'image de 4 motos hors course avant que la plupart du public n'ait eu le temps de s'asseoir. Une image qui résume avec une cruauté particulière l'un des aspects les plus durs du MotoGP, que la préparation, la stratégie et le talent peuvent être effacés de l'équation avant même d'avoir eu la moindre chance de s'exprimer. Il existe une catégorie de moments en motocyclisme de compétition qui ne produisent pas d'images spectaculaires au sens visuel immédiat, mais qui ont des conséquences qui se prolongent pendant des mois et qui changent l'histoire du championnat de manière que l'on ne peut comprendre qu'avec le recul. L'incident de Thomas Luthi à Motegi en 2005 appartient exactement à cette catégorie. Luthi était à ce moment-là l'un des protagonistes du championnat 125 cm3, une catégorie qui en 2005 fonctionnait encore comme le principal laboratoire où les constructeurs développaient les jeunes talents qui passeraient éventuellement en 250 cm3, puis en MotoGP. La pression des championnats juniors était réelle et immédiate, non seulement comme formation, mais parce que les titres dans ces catégories étaient la monnaie d'échange pour négocier des contrats dans les catégories supérieures. Luthi est arrivé au Grand Prix du Japon dans une position au championnat qui lui donnait un avantage réel, mais pas suffisamment confortable pour le gérer à distance. C'était le type de position qui oblige à continuer à concourir agressivement, car tout mauvais résultat personnel, combiné à un bon résultat des rivaux directs, peut altérer dramatiquement le calcul du titre. Dans les derniers tours, alors que la course était pratiquement résolue en termes de position et de gestion des points, l'accident s'est produit. Luthi a perdu le contrôle dans le dernier virage. Sa moto est restée en travers de la piste à un point particulièrement inopportun, dans la ligne droite de départ, où les pilotes qui venaient derrière arrivaient à des vitesses maximales sans possibilité de manœuvrer de manière significative. Un pilote a percuté la moto tombée. La violence de l'impact secondaire a obligé les commissaires à prendre une décision qui, dans le règlement, existe comme outil mais qui génère toujours un débat lorsqu'elle est appliquée. Le drapeau rouge pour arrêter la course. Et avec le drapeau rouge est venue la question réglementaire qui détermine le résultat officiel. À quel point de la compétition le classement valide est-il pris? Le règlement à ce moment-là stipulait que si une distance de course suffisante avait été parcourue, le classement était pris du dernier tour complet effectué par tous les pilotes. Et Luthi, dans ce dernier tour complet avant l'accident, était deuxième. Le pilote qui avait causé l'accident qui a provoqué le drapeau rouge, le pilote dont la chute avait déclenché tout le chaos, a terminé officiellement classé en deuxième position. Les réactions dans le paddock face à de telles situations ont toujours cette qualité particulière de l'injustice perçue que le règlement crée délibérément. Les règles ne sont pas conçues pour produire une justice poétique. Elles sont conçues pour produire des résultats cohérents dans des situations où l'alternative est l'arbitraire total. Mais cela ne rend pas plus facile d'accepter qu'une erreur qui provoque un drapeau rouge puisse finir par bénéficier à celui qui l'a commise. Ce qui rend l'incident de Motegi particulièrement pertinent du point de vue historique, c'est ce qui s'est passé à la fin de la saison. Luthi a remporté le championnat 125 cm3 par 5 points. 5 points est une marge si étroite que chaque résultat individuel de toute l'année peut être désigné comme potentiellement décisif. Mais la deuxième position de Motegi, obtenue dans les circonstances les plus improbables imaginables, a été l'une de celles qui ont contribué à cette différence finale. Il y a une mathématique obscure dans ce résultat. Une erreur qui aurait dû coûter de précieux points a fini par coûter exactement 0 points. Et ces points non perdus ont été, dans un sens direct, bien que difficile à quantifier, une partie de ce qui a fait de Thomas Luthi un champion du monde. Le circuit Ricardo Tormo a une relation particulière avec la pluie. Ce n'est pas qu'il pleuve plus à Valence que sur d'autres circuits du calendrier européen. C'est que lorsqu'il pleut, les caractéristiques spécifiques de ce tracé transforment la course en quelque chose de radicalement différent de ce
que toute analyse préalable aurait prévu. Le circuit est étroit pour les standards modernes du MotoGP. Il a été conçu à une époque où les motos étaient moins larges et où les stratégies de dépassement n'incluaient pas la sophistication aérodynamique actuelle. Cette étroitesse, qui en conditions sèches limite déjà les lignes alternatives et les possibilités de manœuvre, est amplifiée de façon dramatique lorsque l'asphalte est mouillé. Car sur le mouillé, le pilote ne peut pas simplement ouvrir la trajectoire pour chercher un autre chemin. Les zones sèches, les flaques d'eau, les changements d'adhérence au sein du même tour ont une géographie qu'il faut mémoriser en temps réel, car elle change tour après tour à mesure que l'eau tombe ou s'évapore. En novembre 2018, le dernier Grand Prix de la saison est arrivé à Valence avec le championnat des pilotes déjà résolu en faveur de Marc Marquez, mais avec la pression des constructeurs et des équipes toujours en jeu. Et avec une pluie qui a transformé la course en une épreuve où l'objectif principal pour de nombreux pilotes est passé de gagner à terminer. Marquez est tombé, Viñales est tombé. Dovizioso, qui avait lutté pour le championnat toute l'année, a eu ses propres problèmes. Un par un, les noms qui avaient dominé la saison ont disparu du classement ou ont perdu des positions d'une manière qui, dans toute autre course de l'année, aurait semblé impossible. Ce qui est resté à la fin lorsque les quelques pilotes qui avaient survécu au chaos ont franchi la ligne d'arrivée fut un podium que personne dans le paddock n'aurait été capable de prédire avant le début de la pluie. Pol Espargaro est monté sur le podium avec KTM. Pour comprendre le poids de ce résultat, il faut le contextualiser dans l'histoire de la marque autrichienne en MotoGP. KTM était arrivé au championnat en tant que constructeur relativement récent dans la catégorie Rennes. Elle avait dû construire à partir de zéro non seulement la moto, mais toute l'infrastructure de connaissances nécessaires à un programme compétitif en MotoGP. La télémétrie, les modèles de simulation, la compréhension des pneus Michelin en conditions de course, la dynamique entre le développement en usine et le feedback des pilotes en piste. Ce processus prend des années et n'a pas de raccourci. Un podium dans ces conditions pourrait être écarté comme un résultat dû à la pluie, comme un accident statistique d'une course où les favoris sont tombés et les autres ont simplement survécu. Mais cette lecture serait injuste. Terminer sur le podium à Valence dans ces conditions exigeait plus que de la chance. Cela exigeait de gérer parfaitement les pneus pluie sur un circuit qui, sous l'eau, devient une épreuve de précision constante. Cela exigeait de prendre les bonnes décisions à chaque instant où la piste changeait. Et cela exigeait que la moto soit suffisamment maniable dans ces conditions pour permettre aux pilotes d'exprimer ce niveau de précision. Le résultat fut le premier podium de KTM en MotoGP. Et bien qu'il soit arrivé dans des circonstances chaotiques, personne au sein de la marque n'a tenté de le minimiser avec cette justification. C'était réel, c'était valide, et c'était le point de départ d'une trajectoire qui, dans les années suivantes, ferait de KTM l'un des constructeurs les plus compétitifs du championnat. Le chaos de Valence 2018 a détruit les prédictions du monde entier. Et ce faisant, il a ouvert une porte à une histoire qui attendait son heure depuis des années. Pour conclure, il faut parler d'un moment qui, dans la mémoire collective des fans de MotoGP, occupe une place spécifique, non pas comme le plus dramatique en termes de conséquences individuelles, non pas comme le plus étudié du point de vue technique, mais comme celui qui a démontré de la manière la plus viscérale ce qui peut arriver lorsque la géométrie humaine d'un départ de MotoGP rencontre ses limites physiques. Le circuit de Catalunya a une configuration qui, dans son premier virage, produit l'un des scénarios les plus compromettants du calendrier. La ligne droite de départ est suffisamment longue pour que les pilotes atteignent le point de freinage avec des vitesses proches ou supérieures à 300 km/h. Et le premier virage, un droit avec un rayon modéré et un espace de piste limité, exige que 20 pilotes ou plus, arrivant en un bloc
compacts trouvent simultanément leur trajectoire, leur point de freinage et leur espace latéral. En 2006, lors du Grand Prix de Catalogne, cette géométrie impossible a trouvé le résultat que tout calcul probabiliste aurait prédit si quelqu'un avait eu la froideur de le faire avant la course. L'accident dans le premier virage a impliqué plus d'une demi-douzaine de motos en quelques secondes. Les images montrent la mécanique du chaos avec une clarté presque pédagogique. Le premier contact génère une moto instable qui occupe un espace de trajectoire qu'un autre pilote avait déjà engagé. Ce deuxième pilote ne peut pas freiner davantage. Il ne peut pas tourner davantage. Il n'a pas d'échappatoire latéral car il y a une autre moto juste là. L'impact se multiplie. Les motos volent, les pilotes roulent sur l'asphalte. Et le temps qu'il faut pour voir tout cela à la télévision, le premier virage de Catalogne est passé d'un point de freinage à une zone d'exclusion où les commissaires avec des drapeaux jaunes tentent de donner un signal d'avertissement aux pilotes du peloton qui arrivent encore derrière. Le drapeau rouge a été inévitable et immédiat. Les conséquences physiques pour les pilotes impliqués ont couvert un large spectre. Certains s'en sont sortis sans blessures significatives, protégés par l'équipement moderne et par la façon dont ils ont chuté. D'autres ont subi des fractures qui les ont écartés des courses suivantes. Et certains ont terminé inconscients sur l'asphalte, ce qui produit toujours ce moment de silence dans le paddock où personne ne sait encore quel niveau de dégâts s'est produit. Ce que l'accident de Catalogne 2006 a produit au-delà des conséquences immédiates, c'est une conversation sur les limites de la conception des circuits par rapport aux caractéristiques des motos modernes, car le circuit n'avait pas changé de manière significative. Le premier virage était le même que les années précédentes. Ce qui avait changé, c'était la puissance des motos, la sophistication de l'électronique qui permettait d'accélérer plus tôt et d'arriver plus vite au point de freinage, et le niveau de préparation physique des pilotes qui leur permettait de pousser plus longtemps avant d'atteindre la limite. En ce sens, l'accident de Catalogne fut le symptôme de quelque chose de plus profond. L'évolution technique des motos avait dépassé la capacité de la conception originale du circuit à absorber 20 pilotes arrivant à ces vitesses dans cet espace. Et cette déconnexion entre la vitesse du développement technologique et l'infrastructure physique du championnat est une tension que l'organisation gère de manière permanente, en modifiant les circuits, en ajoutant des échappatoires, en changeant les configurations. Mais en 2006, dans ce premier virage de Catalogne, cette tension a trouvé son expression la plus crue. Et l'image de ces motos volant et de ces pilotes roulants est restée comme le rappel le plus direct de quelque chose qu'il ne faut jamais oublier en MotoGP. L'égalité technique peut disparaître en un instant. La préparation tactique peut devenir soudainement insignifiante et le nom sur le carénage ne protège personne lorsque 20 motos arrivent au même point en même temps et que l'espace n'est tout simplement pas suffisant pour toutes. Après avoir vu tous ces moments, il est clair que le chaos fait partie de l'ADN du MotoGP. Il est impossible de l'éliminer complètement, car lorsque vous avez les meilleurs pilotes de la planète poussant des machines extrêmes à la limite absolue, il y a toujours la possibilité que quelque chose d'inattendu se produise. Et c'est peut-être précisément la raison pour laquelle ce sport nous passionne tant, parce que vous ne savez jamais quand arrivera le prochain moment qui restera gravé dans l'histoire. Et quand il arrive, personne ne peut détourner le regard. Lequel de tous ces moments vous a semblé le plus sauvage ? Catalogne 2006, Portimao 2022 ou Silverstone 2019 ? Je vous lis en commentaire.